Géopolitique Bamako-Ouagadougou, une fédération pour la souveraineté, c'est notre interrogation. Géopolitique Bamako-Ouagadougou, une fédération pour la souveraineté, c'est la thématique du jour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. En visite à Bamako, Apollinaire Joachim de Tambela appelle à une fusion du Mali et du Burkina Faso au sein d'une fédération pour avoir une puissance de frappe beaucoup plus décisive. C'est ce qu'on nous fait savoir d'ailleurs ces derniers jours. C'est un chantier que nous devons essayer de tracer pendant la période de transition, parce que si les politiciens reviennent au pouvoir, ce sera difficile, à ajouter le Premier ministre burkinabé. 2 jours de visite, d'amitié et de travail, les 31 janvier et 1er février 2023, Apollinaire Joachim de Tambela s'est rendu donc dans la nation sœur du Mali pour faire progresser plusieurs dossiers communs, principalement la coopération sécuritaire, mais également pour ressusciter un vieux rêve panafricaniste, celui de l'union des États du Sahel au sein d'une seule et même fédération. En plus de corriger le découpage géométrique dénué de toute considération anthropologique de leurs frontières héritées de la conférence de Berlin par le rapprochement de peuples frères, l'objectif de Ouagadougou est la mutualisation des forces, non seulement contre les groupes rebelles qui grignotent leurs territoires respectifs, mais également pour peser plus lourd dans les rapports de force géopolitiques. Tant que nous restons isolés, nous sommes fragiles. Si nous nous mettons ensemble, nous aurons une puissance de frappe beaucoup plus décisive, estime Apollinaire Joachim de Tambela. Dès son arrivée à Bamako, le Premier ministre burkinabé a mis en avant la fraternité, la filiation entre les régimes de transition malien et burkinabé. Le Premier ministre est servant de boussole au second. Le Mali est devenu comme une locomotive en Afrique noire depuis que le président Assimi Goïta est au pouvoir. C'est une vraie révolution, même si on ne le dit pas. Vous nous avez inspirés au Burkina Faso. Vous avez montré que c'est possible. L'une des raisons qui explique ma visite au Mali, c'est que nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons passé le temps à regarder ailleurs, alors que souvent, les solutions sont juste à côté de nous, a-t-il déclaré, avant de développer son projet de fédéralisme sahélien. Ce que nos devanciers n'ont pas pu réaliser, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas le faire. Nos devanciers ont tenté des regroupements comme la Fédération du Mali, qui malheureusement n'a pas duré, mais ils ont montré la voie. Avant même d'être Premier ministre, j'avais fait des articles et des propositions pour ce que j'appelais la constitution de la Fédération du Sahel. Le Mali est un grand producteur de coton, de bétail et d'or. Le Burkina Faso est aussi producteur du coton, du bétail et de l'or. Tant que chacun va regarder ailleurs, nous ne pesons pas tellement. Mais si vous mettez ensemble la production de coton, d'or et de bétail, du Mali et du Burkina Faso, ça devient une puissance. Abordant également les échecs passés échoués par ce projet de fédéralisme en référence à une éphémère tentative de fédération entre le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin, c'était entre 1959 et 1961, au moment des indépendances de ces ex-colonies françaises. Apollinaire Joachim de Tambela estime que les intégrations échouent souvent à cause des hommes politiques qui veulent chacun garder sa chapelle. Et nous ne pourrons réellement exister que si nous regardons dans la même direction, a-t-il poursuivi. Concrètement, pour optimiser les chances de succès du projet, le chef du gouvernement burkinabé envisage une fédération souple, mais insiste sur une temporalité courte. Nous pouvons trouver la méthode et la voie pour aller ensemble sans risque de dissociation. Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres. C'est un chantier que nous devons essayer de tracer pendant la période de transition, parce que si les politiciens reviennent au pouvoir, ce serait
projet difficile, explique-t-il. Les ambitions, il faut le dire également, du Premier ministre burkinabé ont semblé trouver un écho chez son homologue. Mon président m'a dit de lui faire comprendre sa disponibilité pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction. Nous sommes le même peuple, nous sommes dans un même pays, a déclaré Choguel Kokaila Maïga. Toutefois, si l'union fait la force, le projet fédéraliste intervient-il au bon moment? D'aucuns se demandent en effet si la mise en commun des ressources pour vaincre la menace sécuritaire qui absorbe déjà l'énergie des deux gouvernements respectifs n'est pas dans un premier temps suffisante. De plus, afin de mesurer le degré d'adhésion des peuples maliens et burkinabés, ce projet pourrait nécessiter justement la tenue des référendums dont l'organisation au Mali comme au Burkina Faso est à ce jour rendue difficile, on le dit, par l'instabilité qui trouble d'ailleurs les deux États. Voilà pourquoi nous nous demandons encore ce matin, géopolitique Bamako-Ouagadougou, une fédération pour la souveraineté, c'est notre interrogation de jour. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici, il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus et panafricaniste, grand combattant. Albert Anatole Haïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselangos. Je dis bonjour à vos techniciens. Je dis bonjour aux millions de téléspectateurs de Panafricaniste TV. Je dis bonjour à nos faits de combat, le combat de combat si vous voulez. Du fait, n'est-ce pas, des captures de la gendarmerie des uns des autres et du format, très souvent on n'a pas justement ce privilège de se retrouver comme souvent sur la même tribune au même moment. Je l'ai salué ce matin. Quand je l'ai dit, que vous rappelez la date du 5 juin, non, du 5 février 2003. Vous allez me le dire. Le 5 février 2003, il y a un afro-descendant qui, du haut de la tribune des Nations Unies, tenait dans sa main un flacon à l'intérieur duquel devait s'y trouver le plutonium, qui était la preuve de la présence d'armes de destruction massive en Irak. Il s'appelait Colin Powell. Et nous connaissons ce que c'est le mensonge. Nous connaissons les conséquences de ce mensonge du côté de l'Irak. Plusieurs millions de morts pour rien. La vie d'un dirigeant assassiné, je dis un dirigeant assassiné, pendu, je parle de Saddam Hussein. Exact. Et aujourd'hui, ces criminels ont la prétention de nous donner des leçons en matière des droits de l'homme, des droits humains. Eux-là qui se sont autoproclamés à la fois gendarmes, huissiers, procureurs, avocats, et qui nous imposent, qui veulent imposer au monde libre, n'est-ce pas, la vision monolithique, je veux dire la pensée unique. Je pense que dans le contexte actuel où se dessine le multilatéralisme, j'y arrive. Et je pense qu'il faut qu'ils sortent de leur coma très profond parce que la réalité est tout autre. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Haïssi, encore ce matin du lundi 6 février de l'an de grâce 2023. Nous parlons justement de géopolitique Bamako-Ouagadougou, une fédération pour la souveraineté. Je vais directement vous poser la question. Qu'est-ce que ça augure du côté justement de cette fédération du Sahel entre le Burkina et justement le Mali? Je pense que le contexte, vous l'avez abondamment indiqué dans votre introduction. Il s'agit de la visite, n'est-ce pas, du Premier ministre burkinabé du côté du Mali, et qui fait suite également à celle du président de la transition burkinabé, le jour, je vous dis au lendemain, de sa prise de pouvoir du côté d'Ouagadougou, qui a suivi justement, qui a de suivre ou s'inspirer, n'est-ce pas, de l'exemple malien, qui, comme vous l'avez indiqué dans votre chapeau, c'est une révolution. Et dans le contexte sécuritaire, qui est, on ne peut plus, très très particulier, notamment avec les attaques des terroristes, tant du côté du Mali que du côté du Burkina Faso. Vous avez constaté ces derniers temps, lorsque vous suivez l'actualité, nous avons le sentiment qu'il y a une dégradation de cette situation sécuritaire qui n'est pas encore stabilisée. Vous avez des civils qui sont pris pour cible. Vous avez également des volontaires pour la défense de la patrie qui sont également pris pour cible, ainsi que les forces de défense de sécurité. Dans ce contexte-là, justement, le Premier ministre burkinabé a rendu visite aux autorités de la transition malienne.
ils ont parlé, ils ont fait le tour de l'actualité, l'actualité à la fois sécuritaire, politique, économique, géopolitique, et surtout en ce qui concerne la coopération entre les deux États, c'est que nous avons l'habitude d'appeler la coopération sur-sur. C'est-à-dire, très souvent, comme vous avez indiqué dans votre chapeau, dans votre introduction, nous allons chercher des solutions ailleurs qui n'existent pas là-bas, alors que nous en avons justement à côté, devant votre véranda, devant votre cour. Donc, parmi les souhaits, dans ses souhaits, il a ressuscité un vieux projet qui date de 1958, qui était porté en son temps par le père de la nation malienne, je ne sais pas, de Modibo Keïta, dans le contexte, n'est-ce pas, des indépendances. Rappelez-vous, c'est une parenthèse, De Gaulle et Foccart s'étaient engagés avant et après les indépendances dans un projet communautariste, c'est-à-dire ils partaient du continent africain, mais tout en restant, en laissant les supplétifs à la tête des États, c'est-à-dire les gens qui avaient été choisis par eux et non par nous dans le cas des élections. Donc, en partant, donc, ils avaient donc un projet d'intégrer ces pays à qui ils avaient accordé des indépendances dans les cassettes de la communauté. Et justement, pour éviter d'entrer dans cette communauté qui devait être le prolongement de la France-Afrique que nous combattons aujourd'hui, il y a donc Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré qui s'étaient engagés sans oublier le traître qui était au Sénégal, je parle Senghor, qui s'étaient mis dans un projet justement de création d'une fédération qui regroupait à la fois le Mali, le Sénégal et bien évidemment la Guinée-Conakry. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce que d'un côté, vous avez le traître de l'époque qui a fait défection en cours de chemin, je parle de Léopold Sédar Senghor, et par la suite, l'autre sera victime d'un coup d'État. Je parle de Ahmed Sékou Touré d'abord, c'est-à-dire que la France a décidé de lui payer cher cela, c'est-à-dire non seulement créer à l'intérieur de la Guinée-Conakry des dynamiques, je veux dire des déstabilisations, comme ils en ont l'habitude, par un coup d'État. Ensuite, ils ont créé une inflation qui a malheureusement eu pour conséquent le soulèvement populaire. Ce qui a donc conduit justement à la mise en berne de ce projet. De l'autre côté de la frontière, Modibo Keïta serait également victime d'un coup d'État. Finalement, M. de Gaulle et Foccart vont mettre justement en place leur fameuse communauté dont les conséquences sont visibles jusqu'à ce jour au travers la France-Afrique. Voilà dans le contexte. Donc quand il le dit, c'est parce qu'il pense que déjà, lorsque nous convoquons le fait historique, le Mali a été une fédération. Mais dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, souvenez-vous, nous avons eu un débat de cette thématique dans une autre tribune. Oui. Le Mali, la France a voulu créer une fédération à l'intérieur du Mali, pas pour le bien du Mali, mais pour balkaniser le Mali, c'est-à-dire qu'au nord, il était question de donner un État, de créer un État au profit d'une république de l'Azawad, c'est-à-dire une république pour les terroristes, que la France est partie combattre du côté du Mali. Et de l'autre côté, vous avez donc un autre État qui a été coupé du reste, n'est-ce pas, des autres régions, des autres parties du territoire. Je pense que dans ce contexte que je viens de convoquer, c'est-à-dire sécuritaire, relations diplomatiques, des projets de fédération, je pense qu'il s'agit d'un chantier qui devrait donner des idées aux visionnaires, aux dirigeants visionnaires, ambitieux justement de la rupture avec la France-Afrique, de l'impérialisme français, surtout en ce qui concerne le prolongement de la France-Afrique. Il s'agit là d'un projet qui devrait donner des idées pas seulement aux Burkinabés, pas seulement aux Maliens qui sont engagés dans cette dynamique, mais également aux autres pays. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque les gens nous rabattent les oreilles en mettant en perspective la présence, je veux dire l'efficience ou l'efficacité des forces étrangères, notamment les armées d'occupation, qui polluent nos territoires, nous ne voyons pas le résultat. Vous avez Barkhane au Mali,
qui a été là pendant longtemps, on n'a pas vu les résultats. Vous avez du côté du Burkina Faso, Sabre qui était depuis, on n'a pas vu les résultats. Donc je crois qu'aujourd'hui, même si dans son interview accordée à la télévision nationale, le président Ibrahim Traoré n'a pas été très circonspect sur ce qu'il a l'intention de faire, mais je pense que dans les tout prochains jours, les tout prochains mois, il va exactement faire comme le Mali l'a fait, c'est-à-dire déjà il a demandé le dégagement de Sabre qui est devenu comme une sorte de SDF, qui est un centre de mission du côté du Sahel, qui est en train de se redéployer, disons, du côté du Niger. Nous ne serons pas surpris. Nous ne serons pas surpris qu'il y ait une rupture diplomatique entre le Burkina Faso et la France au regard de l'ingérence, mais surtout l'attitude des diplomates de ce côté-là, au regard de l'attitude de Paris de ce côté-là. Je pense qu'ils ont annoncé la couleur et Paris n'a pas véritablement le choix de s'aligner derrière les exigences des autorités burkinabées qui ont demandé, qui ont donné un délai d'1 mois pour... plus que quelques jours, hein, il faut le dire. Oui, mais c'est bientôt la fin, donc c'est plus que quelques jours, comme vous l'avez indiqué, qui ont exigé le départ de Sabre. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils sont dans une dynamique, ils sont dans une méthodologie qui va aboutir à la rupture. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusations. Vous avez d'un côté des Africains qui travaillent pour ces mondialistes, capitalistes, criminels, qui sont dans les dynamiques, je veux dire, des trahisons, d'inféodation, qui sont en train de travailler justement contre les intérêts du peuple burkinabé, du peuple des Maliens, entre autres. Donc je pense que les déclarations, je veux dire les souhaits ou les rêves, n'est-ce pas, du Premier ministre burkinabé sont partagés par la grande majorité des Africains. Albert Natola, ici, il faut quand même préciser que le Premier ministre burkinabé déclare haut et fort « Ensemble, nous sommes plus forts ». D'ailleurs, dans ses propos, il déclare finalement que le Mali produit de l'or, le Burkina Faso également produit de l'or, produisent le coton, les deux pays produisent le coton. Si on les met tous les deux ensemble, ce sera vraiment très grand. En tout cas, ce sont ses propos. Ce qui est une réalité. Mais les autres, ils sont ensemble. Lorsque vous parlez de la France, quelque part, vous allez voir tout l'attelage qui est derrière. Exact. Mais c'est malheureusement le contraire chez les Africains. C'est-à-dire que dès que les Africains veulent se mettre ensemble, c'est le même attelage criminel qui débarque et crée des dynamiques qui vont déstabiliser la dynamique. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à se consommer ensemble. Tout à l'heure, à l'entrée de cette émission, je vous ai présenté un fait historique. C'est-à-dire que c'est un noir qui a été utilisé pour déstabilisation, pour la déstabilisation, pour dire un mensonge en mondovision devant la tribune des Nations Unies. Je parle Colin Powell de regretter mémoire ou de sinistre mémoire pour d'autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons exactement faire ce qu'ils font. C'est-à-dire nous mettre ensemble. Parce que justement, ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. J'ai l'habitude de privilégier, je veux dire, de militer pour la coopération sud-sud. Qu'est-ce qu'on va chercher en France alors qu'on peut trouver mieux sur le continent africain? Je pense qu'il ne faut jamais penser que c'est ce qui vient de l'Hexagone, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, qui est meilleur que ce qui est produit sur le continent africain. Et il a fort bien dit, à savoir que très souvent, ce sont les politiques qui sont le problème dans la mise en place, dans la construction des dynamiques de coopération, dans la construction des dynamiques de solidarité. C'est très souvent des politiques qui créent des problèmes. Tout à l'heure, je vous ai convoqué. Oui. J'ai mis en débat les éléments historiques lorsque je vous ai parlé justement de sept projets de fédération qui avaient été mis en son temps, qui avaient été portés en son temps par Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré. Et vous avez donc, au centre entre les deux, vous aviez un trade qui était noir comme vous et moi. Je parle de Léopold Sédar Senghor, qui est sorti justement de ce projet. Et quelle était la conséquence? La conséquence a été que cette fédération, qui était,
l'avenir, qui était la solution justement à la plupart des pays qui venaient nouvellement d'obtenir leurs indépendances, entre guillemets, n'a pas pu aboutir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces indépendances étaient des indépendances accordées aux larbins, aux obligés, aux supplétifs, que Paris a choisi de mettre en place pour continuer à être là. Aujourd'hui, lorsque la France, on vous dit que la France est une puissance mondiale qui a une voix au niveau des relations internationales avec droit de veto au Conseil de sécurité. De qui tient-il Paris cette voix? C'est au continent africain, notamment aux 15 pays francophones. Maintenant, si ces pays-là sortent, je veux dire, dénoncent, et ils ont le devoir de le faire, dénoncent et sortent justement de ces accords de coopération avec la France ne sera plus cette puissance arrogante, n'est-ce pas, qui se bombe le torse d'être le porte-plume, d'être le porte-parole du continent africain au Conseil de sécurité. En tout cas, au niveau des Nations Unies. Il y a également quelque chose qu'a souligné, il faut le préciser également, le Premier ministre burkinabé. Il déclare, et je cite, qu'il faut justement que cette fédération naisse pendant que les deux pays sont en pleine transition. Parce que lorsque les politiciens vont arriver, ce sera carrément une catastrophe. Est-ce à dire finalement qu'il ne faut pas faire confiance aux politiciens ou parce qu'ils sont fabriqués par l'extérieur? Non, je veux dire que les politiciens, en tout cas, il s'agit d'un projet politique qui ne peut être porté par des hommes politiques. Le problème, c'est la qualité de ces hommes politiques qui sont capables de porter ces projets. Modibo Keïta. Il parle de politiciens, il fait quand même la différence entre vous voulez parler des politiques. Hommes politiques et des politiciens. Des politicards, oui. Comme moi je les appelle. C'est ce qu'il déclare, politiciens. Non, pas politiciens. Je pense que sur le continent africain, nous avons 2 ou 3 catégories de politiciens. Vous en avez qui sont des politiciens patriotes. Modibo Keïta, c'était un patriote, c'est un nationaliste. Ahmed Sékou Touré, il était un nationaliste et patriote. C'était pourtant un politicien qui était porteur d'un projet qui consistait en la souveraineté et la véritable indépendance, n'est-ce pas, de la Guinée-Conakry, par exemple. Modibo Keïta, c'était un homme politique. C'est le père de la nation malienne. On ne peut pas dire que ces hommes n'ont pas laissé, n'ont pas écrit, n'est-ce pas, l'histoire en lettres d'or, leur histoire en lettres d'or dans la conscience collective africaine. Je pense que c'est le choix des hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, ce projet ne doit pas être seulement porté par le Mali ou bien par le Burkina Faso. Il s'agit, tout à l'heure je vous l'indiquais, il s'agit d'un projet qui doit inspirer la plupart des pays africains et plus spécialement ceux de l'espace francophone. Parce que c'est là où il y a plus de problèmes qui sont plus visibles. Même si on ne peut pas dire que les pays anglo-saxons ne vivent pas la même réalité. Oui, ils vivent la même réalité, mais à des degrés divers. Il n'y a pas trop de condescendants d'ingérence, comme c'est le cas avec les pays de l'État de l'espace francophone, où vous avez justement un petit État qui ne vaut rien du tout, mais qui contrôle tout et qui a l'arrogance, dont les dirigeants ont l'arrogance de vous donner des leçons en tout point de vue. Donc je pense qu'il s'agit là d'un projet qui doit être mieux réfléchi et qui devrait inspirer, de mon point de vue, d'autres États de la région. Mais sauf que la plupart des États, comme vous le savez, ont à leur tête des supplétifs de la France, de l'Hexagone, qui travaillent non pas pour les intérêts, justement, de leur peuple, de leurs États. Je prends pour exemple, est-ce que Bazoum travaille pour les Nigérians? Est-ce que Ouattara travaille pour les Ivoiriens? Est-ce que Faure Gnassingbé travaille pour les Togolais? Est-ce que c'est lui qui est du côté des Gabon, je ne vais pas aller bon, travaille pour les Gabonais? Non, il ne travaille ni pour le Gabon, ni pour le peuple gabonais. Donc, il faut donc déjà changer de leadership à ce niveau-là, parce que le changement de leadership va forcément entraîner la mise en place d'un tel projet. Albert Natoula ici, le Mali c'est 1,24 million de kilomètres carrés, le Burkina Faso c'est 274,400 kilomètres carrés. Si les deux pays se mettent ensemble, c'est plus d'1,5 million de kilomètres carrés. Oui, sans oublier l'espace. La population. Sans oublier la population. Oui, parce que c'est important. Il est important quand même que je précise, si vous me permettez, les États-Unis c'est 9 millions de kilomètres carrés, la Chine c'est 9 millions de kilomètres carrés, la Fédération du Canada c'est 8 millions de kilomètres carrés. Donc quelque part, avec un peu de temps, d'autres pays pourraient se greffer pour faire justement une grande fédération. Naturellement. Donc moi je pense que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, si le Mali et le Burkina Faso se mettent déjà ensemble et ont une convergence de vues. Oui. D'abord du point de vue sécuritaire, comme c'est le cas,
du point de vue politique, géopolitique, et du point de vue diplomatique, je crois que ce sera plus facile parce qu'ils ont les mêmes, c'est presque les mêmes peuples, ils sont confrontés à les mêmes réalités. Ils ont les mêmes difficultés économiques. Ils subissent la même violence de la prédation internationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'heure est justement, je veux dire, à la synergie des forces. Oui. Parce que les autres, lorsqu'ils se mettent ensemble, comme c'est le cas à ce moment du côté de l'Ukraine ou du côté du continent africain, mais ils s'entendent parfaitement très bien. Quel que soit, même s'ils peuvent avoir des contradictions, mais ces contradictions ne transparaissent jamais à la place publique. Non, ça se résout. Aujourd'hui, vous avez certaines contradictions qui ne sont pas très médiatisées entre la France et l'Allemagne. Oui. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, ou bien en ce qui concerne le pétrole ou bien le gaz. Mais ces contradictions n'empiètent pas pour autant sur leurs relations, c'est-à-dire sur leurs intérêts communs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut davantage éviter, c'est être vigilant pour éviter, comme je l'ai indiqué tantôt, des dynamiques de déstabilisation qui très souvent sont endogènes. Qui sont très souvent endogènes. Je prends un exemple. En ce qui concerne ces dynamiques endogènes, vous avez un individu qui vient d'être expulsé du Mali. Je parle du chef de la division des droits de l'homme pour la MINUSMA. Bon, voilà, donc c'est un Congolais, oui, dont le pays est occupé depuis des années, depuis plus de 2 décennies, par une armée d'occupation qui s'appelle la MONUSCO, qui emploie à l'insécurité, à l'instabilité sécuritaire. Mais voilà donc un citoyen qui a une peau noire comme vous et moi, qui travaille contre les intérêts de son continent. Pourquoi? Parce que c'est un salarié des mondialistes. Vous pensez qu'on peut travailler, on peut aller loin avec ce genre d'individus? Je ne pense pas. Il faut donc déjà, c'est vrai, le grand frère Patrick a l'habitude de me dire que dans les dynamiques de combat, il y aura toujours des traites et des collabos. Mais vous savez également que dans les dynamiques de combat, qu'est-ce qu'on fait des traites? Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus, l'heure n'est plus la rigolade, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je pense qu'il faut justement saluer, encourager cette dynamique qui est en train d'être pensée par le Premier ministre burkinabé, tout en espérant, parce qu'ici, on n'a pas encore la réponse, la réaction des autorités maliennes. Je crois que ça, en tout cas, lorsque vous vous engagez dans une dynamique, dans une lutte pour votre souveraineté, c'est toujours mieux de ne pas être seul. C'est toujours mieux de ne pas être seul. Dans le contexte des sanctions contre le Mali, écoutez, le Mali n'a pas été seul. Vous avez, c'est un pays comme le Burkina Faso qui lui a ouvert les frontières lorsque, justement, les militaires sont arrivés aux affaires. Qui n'ont pas fermé les frontières au Mali. Vous avez la Guinée-Conakry qui n'a pas fermé ses frontières au Mali, entre autres. Donc, je pense que c'est toujours important d'être ensemble que d'être seul. Et pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité et pour minimiser, justement, les dynamiques de déstabilisation, comme ce fut le cas en 1958, lorsque Modibo Keïta et Sékou Touré sont engagés dans ce projet de fédération. Donc c'est une bonne nouvelle? Absolument, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui, là également, je vais reprendre le terme cher à mon grand frère Patient, donc qui convoque régulièrement l'unité politique. C'est un gros chantier. Un chantier très complet, parce que si vous avez l'unité politique, vous aurez forcément l'unité économique, vous allez atténuer les dynamiques déstabilisatrices qui sont alimentées de l'extérieur. Et vous savez qui a intérêt à alimenter les dynamiques de déstabilisation exogène. C'est Paris avec son attelage à la fois de l'Union européenne et otanien, avec comme commandant en chef les États-Unis. Donc je pense qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que Kadhafi, selon vous, a été assassiné? Kadhafi n'a pas été assassiné pour des histoires qui ont été racontées, pour les histoires qui ont été racontées justement au badaud de la rue. Kadhafi a été assassiné parce qu'il était porteur d'un projet de fédération du continent africain, ce qu'il a appelé les États-Unis d'Afrique. Et il a mis les moyens. Il n'a pas seulement, il ne s'est pas limité à des déclarations. Il a à la fois pensé, il a planifié et il a mis les moyens pour ce faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui pose problème sur le continent africain, c'est le leadership. Et ce leadership, un leadership qui a une vision de rupture. Et pour avoir cette vision de rupture, il faut être courageux. Malheureusement, nous avons très peu
justement des dirigeants, je parle des supplétifs qui ne servent à rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous faire comprendre qu'il faut encore des coups d'État. Des coups d'État révolutionnaires, à la fois soit initiés par la masse populaire, comme ce fut le cas du côté du Mali ou de Burkina Faso, ou encore portés par des révolutionnaires comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré. Nous en avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me faire croire qu'un militaire ne peut pas être un bon politicien. Allez savoir. Merci à vous, Albert Datoula, ici d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Et mesdames, messieurs, comme le déclare d'ailleurs un proverbe africain, on est plus le fils de son époque que le fils de son père. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.